Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, monsieur, bonjour. Chaque semaine, à ce même micro, avec mon invité Ibrahima Thiam, nous évoquons l'actualité africaine dans tout ce qu'elle a de mieux et ce qu'elle offre de mauvais exemples. Lui, comme moi, partageons la même vision positive du continent, la même espérance en son avenir, lui en sa qualité d'acteur, comme responsable politique sénégalais d'opposition, et moi, plus modestement, en tant qu'observateur, comme journaliste ayant effectué de nombreux reportages sur place, du nord au sud et d'est en ouest. L'Afrique, c'est avant tout, il n'est pas inutile de le rappeler, 1,3 milliard d'habitants. Quand sa population n'était que de 100 millions en 1900, et qu'elle sera près du double en 2050, autrement dit, dans moins de 30 ans. Plus important encore, à cette date, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. Le taux de fécondité et les tranches d'âge d'une population en disent long sur son destin, ses espoirs et ses difficultés en matière de développement, quand on sait qu'actuellement, selon des chiffres de la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% des chômeurs en Afrique. De tels chiffres nous interpellent, car si rien n'est fait, tant au niveau de la croissance démographique que de la création d'emplois, l'Afrique pourrait connaître au cours des prochaines décennies de fortes contestations sociales et d'importants mouvements de mobilité forcée. À l'inverse, si les gouvernements apportent de bonnes solutions à ce que je viens de dire, alors il y aura une formidable opportunité de développement pour le continent. Pour l'heure, nous allons nous contenter avec mon invité, Ibrahima Thiam, responsable sénégalais du mouvement Un autre avenir et auteur de 2 ouvrages, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité, de passer en revue quelques dossiers qui agitent précisément ce continent africain. C'est pourquoi j'ai intitulé notre magazine d'aujourd'hui « Afrique, les convulsions d'un continent en devenir ». Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval, permettez-moi de vous dire, en préambule à votre émission, que vous avez très bien posé le problème ou le diagnostic, comme on voudra. Cette augmentation exponentielle de la population africaine et la jeunesse de notre population peut représenter une très grande chance d'avenir, comme il peut être à l'origine d'un accroissement du chômage et par voie de conséquence, un développement de la précarité de nos pays. Tout va donc dépendre, et vous le disiez à juste titre, de la capacité de nos dirigeants à prendre les problèmes à bras-le-corps, à réaliser les réformes indispensables dans de nombreux domaines, tels que l'éducation, la santé, la justice, l'agriculture, la pêche, mais aussi le numérique. Ils devront aussi éradiquer au maximum la corruption, véritable gangrène de nos sociétés, mais à ce prix, je suis confiant pour l'Afrique et pour mon pays, le Sénégal. Justement, on oublie trop souvent que ce continent africain comprend 55 États, autant de pays avec de grandes disparités, s'agissant de l'Afrique du Nord, de l'Est, du Sud, de l'Ouest et de l'Afrique subsaharienne. Je pense par exemple au Nigeria, avec 190 millions d'habitants, alors que le Mali, avec un pays grand comme 2 fois la France, n'en compte que 11. Vous faisiez allusion, il y a quelques instants, à la population. Mais l'Afrique est aussi le 2e continent le plus peuplé, après l'Asie, et couvre 20% de la surface de la Terre. N'oublions pas, non plus, qu'il est le berceau de l'humanité, là où sont apparus les ancêtres de l'homme. Et ce n'est pas une anecdote que plusieurs confessions y cohabitent, principalement l'islam, l'animisme et le christianisme.
L'Afrique, on le voit bien, est une immense mosaïque de cultures. Songez qu'on y recense un millier d'ethnies et qu'on y parle près de 2000 langues, mais aussi de traditions, de coutumes, où l'art et la culture rayonnent à travers le monde. Je ne saurais oublier dans cette énumération nos ressources naturelles, multiples et importantes, sans oublier les mers et océans dont l'exploitation en matière de pêche est considérable. Tout est donc réuni pour un avenir radieux, à condition, encore une fois, d'une gestion sérieuse et rigoureuse de ces chefs d'État et des gouvernements. Depuis les années 1960, date des principales indépendances que nous avons notre destin entre nos mains. Et il nous appartient de décider ce que nous voulons qu'il soit. Un dernier mot avant de commenter l'actualité politique récente sur le continent. À propos de la population de certaines villes, je pense en particulier à Lagos au Nigeria, avec plus de 22 millions d'habitants, mais aussi au Caire en Égypte, 20 millions, Johannesburg en Afrique du Sud, ou Kinshasa au Congo, ou encore Abidjan en Côte d'Ivoire, qui ont respectivement de 12 à 10 millions d'habitants. Est-ce qu'il n'y a pas, avec ces mégalopoles, un risque d'explosion sociale à l'avenir? On en revient toujours à la question de la bonne gouvernance. La caractéristique de cette surpopulation urbaine est souvent le résultat d'un exode rural massif. Quand les paysans ne peuvent plus vivre de leurs terres, que les villages se meurent dans les zones rurales, la tentation est grande pour eux de tout quitter en voyant dans les villes une sorte d'Eldorado, d'endroit où leur misère sera moins grande, ce qui n'est pas le plus souvent le cas. D'où l'existence d'immenses bidonvilles dans toutes les métropoles que vous avez citées. Il nous faut donc impérativement fixer les populations là où elles sont dans leur territoire. Car vous avez raison, ces villes monstrueuses deviennent ingérables, que ce soit pour des questions d'alimentation en eau, électricité, mais aussi en termes d'emploi, de sécurité, de logement, etc. C'est un immense défi à relever au cours des prochaines années. Venons-en donc maintenant, après cette introduction très intéressante, sur des problèmes dont on parle que trop peu, et pour lesquels d'ailleurs une émission entière ne suffirait pas. Alors selon certains rapports, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest pourraient très prochainement réduire drastiquement leurs dépenses publiques, motif l'arrêt des mesures d'aide du FMI, du Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que l'annonce par le G20 en avril 2020, en pleine pandémie de Covid-19, de la suspension du service de la dette de plusieurs pays pauvres, très endettés, une quarantaine en Afrique, avait été très bien accueillie. Sauf que, fort de cette décision, le FMI a octroyé depuis à ces pays de nouveaux prêts, qui vont obliger ces pays, pour rembourser leurs dettes, à recourir à des plans d'austérité. Autant dire qu'on aurait là à faire face à une augmentation des inégalités sans précédent depuis longtemps. En Afrique de l'Ouest, par exemple, le service de la dette représente aujourd'hui plus de 60% des recettes publiques, alors que dans le même temps, ils ont connu des pertes suite à la pandémie de Covid-19. On parle là de millions de personnes qui pourraient connaître la pauvreté et la faim. C'est dramatique, en particulier pour les femmes qui occupent le plus souvent des emplois précaires et les moins rémunérés. J'ajoute que beaucoup de nos pays d'Afrique de l'Ouest doivent faire face à un manque cruel de vaccins. Le moment est donc très mal choisi pour les gouvernements de réduire les investissements dans les services publics. Ces plans d'austérité nous rappellent de tristes mémoires, les cures imposées par le FMI au cours des années 1980. Dans le même temps, on apprend, paradoxalement, que la richesse de 3 hommes les plus fortunés d'Afrique de l'Ouest a augmenté de 6,4 milliards de dollars au cours des 17 mois de la pandémie.
Il y a quelque chose d'incompréhensible et d'inacceptable. Et que proposez-vous pour remédier à cette situation alarmante? Il faut que les États, au contraire, prennent des mesures de protection sociale plus fortes. En même temps, augmentent la fiscalité sur les plus grosses fortunes. Dans une telle période de pandémie mondiale, on doit en appeler à la solidarité nationale et aider les catégories de population les plus fragiles. Il en va de la dignité des gouvernants. Je change complètement de sujet. Actualité du moment oblige. On a appris ces jours-ci les voyages d'Erdogan, le président turc, qu'on assimile à un dictateur, en Angola, au Togo et au Nigeria. Il y va pour renforcer la présence de son pays en matière économique, politique, mais aussi militaire. Croyez-vous à sa sincérité lorsqu'il dit sa volonté d'entretenir une relation étroite avec l'Afrique? Il n'est pas le seul en ce moment à regarder notre continent avec les yeux de Chimène. Regardez l'action que mène la Russie de Vladimir Poutine, mais aussi le rôle de plus en plus actif de la Chine. Et je n'oublie pas ni la France ni les États-Unis. Comme vous le voyez, nous sommes très courtisés. Pour en revenir à Erdogan, il ne pourrait s'agir en tout état de cause que des rapports de partenariat gagnant-gagnant sur la base d'un respect mutuel. Toute autre démarche serait vouée à l'échec. Vous ne redoutez bien sûr aucune espèce d'ingérence de sa part ou une forme de nouveau colonialisme à l'heure où il ne cache pas sa volonté expansionniste et ses coups de menton agressifs, comme il y a peu à l'égard de la Grèce par exemple. Les relations internationales répondent aux mêmes critères qu'entre deux individus. La bonne entente passe par un dialogue sincère et des rapports respectueux. S'il apparaît que l'un ou l'autre ne joue pas le jeu honnêtement, eh bien l'entretien s'arrête là. Si mon calcul est bon, Erdogan a visité près d'une trentaine de pays africains depuis 2004, soit en qualité de chef d'État ou de Premier ministre. Cela fait beaucoup de pays et 17 années de relations avec l'Afrique. On ne peut donc pas dire que ces récentes visites soient une découverte. Les échanges économiques entre nous sont en augmentation et le nombre de représentations diplomatiques turques en Afrique aussi. 43 ambassades contre 12 en 2009. Les vols aériens entre l'Afrique et la Turquie sont également très fréquents et je sais que les Turcs ont un projet de chemin de fer entre l'Éthiopie et Djibouti. Et aussi, pardonnez-moi de vous interrompre, mais de la vente de matériel d'armement, on ne parle pas de locomotive là. Oui, vous faites allusion au Nigeria, avec des drones aussi, mais c'est dans le cadre de sa lutte antiterroriste contre les djihadistes de Boko Haram. Et aujourd'hui, mieux vaut acheter des drones d'attaque que des avions de chasse. Ils sont beaucoup moins chers. Mais vous savez, il s'est aussi tenu récemment à Istanbul le sommet des affaires Turquie-Afrique. Et en décembre prochain va se tenir le 3e sommet Turquie-Afrique. Cette relation avec la Turquie permet à l'Afrique de desserrer certaines étreintes. Et en cela, c'est aussi une bonne chose. Gbagbo is back. Le week-end dernier, on a assisté en Côte d'Ivoire au lancement d'un nouveau parti, le Parti des peuples africains, qui a consacré le retour au premier plan de la scène politique de l'ancien chef d'État, aujourd'hui âgé de 76 ans. Que vous inspire ce comeback? Outre qu'il affiche son ambition panafricaniste, il va sans doute perturber les géopolitiques dans le pays, dominé par Alassane Ouattara. Je pense qu'il a surtout dans le collimateur les élections présidentielles de 2025. Mais Ouattara a plus d'un tour dans son sac. On lui prêterait l'intention d'abaisser à 75 ans l'âge limite pour se présenter à la présidentielle. J'ai surtout retenu qu'il a dit « Je ferai de la politique jusqu'à ma mort ». Et je crois surtout qu'il a une revanche à prendre après avoir été acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité dans la période 2010-2011. Comme on dit, qui vivra verra et chaque jour suffit sa peine. Un mot, si vous le voulez bien maintenant, de la Libye.
où 10 ans après la mort du colonel Kadhafi, le pays est toujours très instable. Comment ce pays peut-il aujourd'hui sortir du chaos dans lequel il est plongé? C'est une question difficile, car la situation est en effet complexe. Ce pays a beaucoup de difficultés à installer la démocratie. C'est difficile après avoir connu 42 ans d'un régime autoritaire. Avec la révolte ambiante qui règne, on peut se demander si l'élection présidentielle prévue pour le mois de décembre pourra bien avoir lieu. Aujourd'hui, la Libye est en proie à une spirale de violence et de divisions internes, auxquelles il faut ajouter des ingérences étrangères. Nous avons là sous les yeux tous les ingrédients d'un cocktail explosif. Ces dernières semaines, la situation semble s'être améliorée, mais est-ce durable? Va-t-on vers une réelle solution politique qu'apporterait le scrutin? Pour cela, faudrait-il encore mettre fin au tribalisme ou au régionalisme? Puis, quel va être le rôle du maréchal Khalifa Haftar, l'actuel homme fort, qui entend bien être demain le président? Pour terminer, j'aimerais, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, qu'on dise un mot sur la francophonie en Afrique, en rappelant notre entretien de la semaine passée qui portait, chacun s'en souvient, sur le sommet Afrique-France de Montpellier du 8 octobre dernier. Dans le cadre de la refondation des relations entre la France et le continent, appelée de leur vœu par les participants au sommet, la francophonie, d'après vous, pourrait-elle être un des moyens de cette réinvention des relations entre la France et le continent? L'idée d'un espace francophone est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais a surtout vu le jour au lendemain des indépendances des pays africains. Le président Léopold Sédar Senghor a joué dans sa construction un rôle influent et éminent. L'idée était de développer une communauté d'intérêt à partir d'une langue et d'une culture francophone. L'idée aussi était de résister à une forme d'impérialisme ou tout le moins d'une omniprésence de l'anglais et de la culture anglo-saxonne. C'est grâce notamment à cette expansion géographique du français que la langue française est devenue une langue mondiale. Et en Afrique, c'est surtout l'élite du pays, hommes, politiques, journalistes, professeurs, etc., qui maîtrisent le français. Et on constate trop souvent que les peuples sont exclus des bénéfices de la francophonie. Il y a donc nécessité de faire évoluer, progresser celle-ci. À un moment où, avec la présence chinoise, le mandarin se diffuse de plus en plus sur le continent. Il a même été introduit dans les programmes scolaires de pays tels que l'Afrique du Sud, le Kenya ou le Mozambique. Le risque existe donc que certains se détournent demain de la francophonie. Et il est essentiel d'apporter rapidement de bonnes réponses pour que cet espace francophone continue à rayonner. J'ajoute qu'aujourd'hui, la francophonie concerne quelques 300 millions de personnes à travers le monde et que ce chiffre devrait passer d'ailleurs à 700 millions en 2050 et à plus d'1 milliard en 2065. Et à cette date, 85% des locuteurs du français seront en Afrique. En clair, la croissance démographique va se répercuter sur l'espace linguistique. On ne peut que s'en réjouir car cela signifie aussi une progression des valeurs de démocratie, des valeurs qui sont promues précisément par la francophonie. Alors, comme on ne peut que se réjouir que la France reste une destination pour les jeunes Africains issus des familles moyennes et même modestes, particulièrement pour ceux qui envisagent des études supérieures. Je ne voudrais pas maintenant refermer cette émission, Ibrahim Mathiam, sans vous demander votre réaction à un sondage qu'a publié cette semaine le magazine Le Point. Il concerne le sujet que nous abordions la semaine dernière, le sommet Afrique-France de Montpellier. Or, selon ce sondage, à la question posée « Est-ce que le rapport MBB, dont nous avons beaucoup parlé, va changer le paradigme de la relation Afrique-France ?» Eh bien, à cette question, 7,5%
des personnes interrogées pensent que oui, contre 92,6% qui estiment le contraire. Cela, que vous inspire ce résultat? Il ne me surprend pas, car il confirme ce que je vous disais, à savoir qu'il y a nécessité de remettre à plat nos relations avec la France, trop imprégnées de la France-Afrique des années Giscard, Mitterrand et poursuivis par leurs successeurs. Cela passe nécessairement par des comportements moins arrogants, plus respectueux, un partenariat plus équitable entre la France et le continent. Espérons que l'intelligence des gouvernants et la sagesse des peuples permettront à l'avenir des rapports nouveaux, plus confiants, débarrassés de toute ambiguïté, de tout équivoque, de toute suspicion entre nous. Eh bien, je vous remercie, Ibrahima Thiam, pour toutes ces réponses, fort instructives et éclairantes, une fois encore. Ensemble, chaque semaine, grâce à vous, nous franchissons les frontières, allègrement d'ailleurs et facilement, en particulier celle de l'Afrique, et nous portons un regard géopolitique sur l'actualité de tel ou tel pays, afin d'enrichir nos connaissances et satisfaire notre curiosité. Merci à vous, Jean-Yves Duval. Je suis pour ma part convaincu qu'un homme politique, ce qui est mon cas, qui aspire à occuper de hautes fonctions dans son pays, doit s'intéresser aux différents dossiers internationaux qui agitent notre planète au XXIe siècle. Car autant la politique intérieure est indispensable avec ses projets, ses réformes, aussi bien conjoncturelles que structurelles, pour améliorer le sort de nos compatriotes, autant on ne peut ignorer que l'Afrique vit dans le monde, subit des influences multiples de celui-ci, que ce soit à propos du climat, de la protection de l'environnement, des conflits armés, des famines, etc. Et que le Sénégal, par exemple, pays qui m'est cher, doit participer aux différents sommets, rencontres et colloques internationaux, s'il veut être écouté et entendu des Occidentaux, des Asiatiques, des Américains, s'il veut pouvoir entrer dans la modernité en matière d'éducation, de santé, résorber les inégalités sociales et sortir de la précarité des populations les plus fragiles. D'où l'importance de tous les sujets que nous abordons ensemble chaque semaine. Eh bien, sachez que j'apprécie pour ma part que dans un monde de plus en plus violent, où les idées radicales prospèrent, y compris au Sénégal, et où le populisme se répand sournoisement sur la planète, il existe des responsables politiques à votre image qui font preuve de tolérance, de responsabilité, et chez qui votre modestie dut-elle en souffrir, l'intelligence et le dialogue sont plus forts que la haine et la démagogie. Alors il me reste à vous proposer, quant à moi, de nous retrouver samedi prochain pour une nouvelle émission Carte sur table, même endroit, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio.